Une organisation fait tuer les marines les uns après les autres. La dangerosité de cette organisation n'est qu'entrevue et pourtant le monde entier tremble devant elle. C'est bien la Cross Guild. Et oui, et rien ne les arrêtera. Et le dieu qui est soi-disant à sa tête aujourd'hui, eh bien il a un objectif. Devenir le roi des pirates. Oh le pauvre con! Alors que ces deux soi-disant seconds sont là pour le protéger. Eh ben non, en fait, ils sont là pour le buter uniquement. Mais dans tout ça, le malheur s'étend bien sur le gouvernement. Et leurs ennemis jurés viennent de mettre la main sur une information très importante sur l'existence d'Im-sama. Et bienvenue sur Rafteli Nakama pour cette review du chapitre 1082. On ne va pas vous mentir, ce chapitre on l'a trouvé légèrement moins hypant que les précédents, mais ça restait vraiment très intéressant. En tout cas, nous, on a vraiment apprécié. Et on voit que là, Oda, il nous promet énormément de choses pour la fin de cette saga. Finalement, tout est possible. Avec Oda, tout a toujours été possible. On a des pièces qui sont en train de s'emboîter, d'arriver, de tout défoncer. On se demande qu'est-ce qui peut encore se passer de plus. Et pourtant, il va y avoir d'autres choses, c'est certain. Et en plus, il commence très fort parce que là, cette première page, elle est vraiment extrêmement choquante. Ouais, on va en parler plus tard quand même. On va en parler plus tard, on va beaucoup. Nous, ça nous a énormément choqué. Il y a des choses qui se passent dans ce chapitre. Mais étonnamment, je pense qu'Oda il a fait une erreur cette fois-ci. Parce que nous, en voyant la première page, en ayant la réaction live, si vous étiez présent lors de la réaction live sur Twitch, qui se passe tous les jeudis, vous avez sans doute vu qu'on était moins dans le bain à la fin, parce que l'information, elle était trop choquante au tout début. Ça nous a un petit peu fait mal. Mais en tout cas, place à la vidéo. Allez, c'est parti! La page de couverture de cette semaine nous montre une petite image qu'Oda a fait sur demande et qui est assez sympathique. En fait, on a Chopper qui est sur une île céleste ou alors sur des nuages et il est en train de manger de la barbe à papa, une dans chaque main, et puis boum! Là, il tombe sur Zeus et il se bouffe Zeus en même temps. Le mec, il est juste taré. Genre, pas la même couleur, pas la même texture, mais c'est pas grave! Il est tellement dedans que là, tout ce qui passe devant lui, je pense qu'il est capable de manger. Même si c'est pas texture nuage, barbe à papa. Exactement. Et en plus, il y a un petit truc à noter, c'est qu'il y a Prométhée dans le ciel. Prométhée qui est en train de se délecter de cette scène. Il est en train de sourire parce qu'on le sait très bien qu'il déteste Zeus. Pour lui, Zeus a toujours été un boulet et il fallait éliminer Zeus. Bon, aujourd'hui, qui est éliminé ? C'est sans doute lui. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne sait pas pour Prométhée, on ne l'a pas revu finalement depuis la fin de Mama. On a bien revu Zeus est toujours vivant, mais pour Prométhée, qu'est-ce qu'il est devenu, où est-ce qu'il est, c'est encore un mystère. La question qu'on se pose, c'est est-ce que si Zeus n'est pas mort, parce que c'est un bout de l'âme de Mama quand même si ça a été détaché, est-ce que ça veut dire que Mama est toujours vivante d'une façon ou d'une autre? C'est assez bizarre, son fruit du démon n'est pas totalement explicité, et là on se pose pas mal de questions. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que c'est une preuve qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle va revenir diminuer? Est-ce qu'elle ne va jamais revenir? Est-ce que les bouts d'âme qu'elle a séparés vont toujours être vivants? Est-ce qu'à Whole Cake, il y a une catastrophe, toutes les âmes commencent à s'en aller petit à petit? On ne sait pas, on ne sait pas. Première vraie page du chapitre. La nouvelle est un choc sans précédent. Le vice-amiral T-Bone est mort. Il a été assassiné par un citoyen. Oui, lui, le marine aimé de tous, protecteur des plus faibles. Le monde est sous le choc, alors que la marine refuse de commenter l'incident. Mais tous savent que c'est la cause de la Cross Guild. Au QG de la marine, deux personnes en parlent, Sengoku et Tsuru. Ils lâchent que le coupable n'a toujours pas été arrêté. L'ex-amiral en chef se soucie du futur de ce monde. Ceux qu'ils sont censés protéger les poignardent dans le dos. Et Tsuru rétorque que maintenant qu'ils ont une prime sur leur tête, ce sera ainsi. La population aussi s'intéresse à l'argent. Et surtout dans ce fameux pays où T-Bone a été tué. Le pays de Pépé, où plus de 1000 personnes meurent de faim chaque année. Et elle conclut en disant qu'ils ont gravement sous-estimé ce clown si c'est bien ce qu'il avait prévu au départ. Sengoku est d'accord et pense que si la Cross Guild n'est pas rapidement arrêtée, ça affectera forcément le moral et la vie des soldats. En fond, Ina fait son entrée. Sengoku lui demande si elle a vu Garp. Il a une nouvelle saveur de cracker-souris à lui faire goûter. Et d'un seul coup, Ina lâche que le héros de la marine a dit qu'il partait pour la ruche pour sauver Kobe. Il y a déjà quelques jours de cela. Il a même ramené le Sword avec lui et Kujaku. Et là, forcément, les deux collègues de Garp sont sous le choc. Le cas T-Bone vient de tomber. Première page, T-Bone est mort. Ce marine, en vrai, nous, on l'aimait bien. C'était pas dans notre top des marines, pas dans le top 3, mais il était plutôt cool et il avait été développé par Oda dans les SBS. Et là, l'information qui tombe, qu'il est mort d'un coup, on n'a pas vu la scène, on n'a rien vu du tout. Première page, nous, ça nous a mis KO. Ça nous a fait vraiment mal. Pour information, T-Bone, c'était un marine qui était très fort d'un certain point de vue. Il est arrivé au grade de vice-amiral, ce n'est pas rien. Hein. Et dans ce chapitre, on dit même que c'est un des meilleurs vice-amiraux. Bon, on pense qu'il chipote un petit peu et Baggy, en fait, il veut juste monter le gars, il veut monter, en fait... Oh, la Cross Guild a éliminé un vice-amiral qui était plutôt puissant, mais on pense pas que ce soit le cas. La dernière fois qu'on l'avait vu, il était contre-amiral et il parlait avec Akainu. Ça veut dire qu'il a eu une promotion. Mais là, ce mec-là,
Il était vegan parce qu'il voulait pas faire de mal aux animaux. Il soignait tout le temps ses hommes. Quand il arrachait des bouts de tissu, il attachait en fait, il faisait des pansements, des bouts de tissu de sa cape. Ce gars-là, il avait vraiment une envie de protéger les autres. C'était son truc à lui, et c'est pour ça qu'il est devenu en fait marine. Avant, il était garde royal pour un royaume. En fait, Oda avait un peu expliqué sa vie. D'ailleurs, maintenant qu'on le dit, peut-être qu'Oda avait déjà prémédité de le faire tuer, c'est pour ça qu'il avait donné autant d'informations sur lui. Pour nous, il a été tué à la loyale, mais il s'est laissé faire en fait. Limite, le gars a débarqué avec un couteau en disant « Il faut que je te tue pour nourrir ma famille », et il avait tellement peur en fait que ce gars-là ait des ennuis et surtout que sa famille meure, qu'il s'est dit mais vas-y, plante-moi le couteau dans le cœur. Ça semble totalement logique, c'est totalement ancré dans ce personnage-là. On a envie de voir la scène et en même temps on n'a pas forcément envie de la voir parce que ça va nous faire très mal. On sent que T-Bone est quelqu'un de vraiment très très bienveillant et oui, ça coule de source qu'il soit capable finalement de se laisser faire pour sauver ces personnes. Ça peut être minime, mais finalement, enfin minime pour lui, mais derrière il sauve quand même une famille, donc je pense que oui, il serait capable de le faire. Sengoku et Tsuru n'ont pas l'air de prendre si mal la chose que ça, c'est quand même leurs collègues, mais c'est vrai que c'est plutôt la situation derrière qui les intéresse avant tout. Après, on peut comprendre effectivement que la situation sur l'île en question, elle a l'air vraiment très très chaotique. Pépé, l'île de Pépé. Oui, d'ailleurs, on donne des informations sur l'île de Pépé, comme quoi c'est une île où il y a plus de 1000 morts par an de famine, tout simplement, des personnes qui n'ont pas à manger. Ah, franchement, si on était dans cette situation, ça ferait mal, mais sans doute qu'on serait obligé de faire des choses comme ça. Sauver ta famille et donc sacrifier tes idéaux, peut-être, en fait. On n'est pas dans cette situation, mais dans cette situation, beaucoup de personnes le feraient. Le gouvernement est mauvais là-dedans. Dans One Piece, le gouvernement est très mauvais. Il faudra très certainement s'attendre à d'autres actions de ce genre-là, parce qu'effectivement, la Cross Guild, elle paye bien. Donc là, on pourrait peut-être imaginer un Onigomo qui pourrait être tué également par des citoyens lambda. Oui, mais encore, des citoyens lambda, mais plutôt fort, parce qu'Onigumo, il va pas se laisser faire. Peut-être mon manga aussi. Finalement, ça pourrait même être Tashigi parce qu'elle n'irait jamais attaquer un civil. Et imaginez même pire, en fait, quand marine d'une base, en fait, lambda, qui n'a pas de prime sur sa tête, décide de péter un câble, de ramener des amis à lui, en fait, des anciens collègues à lui, qui ont des primes et les donner à la Cross Guild. Tout est possible. Et tellement tout est possible que ça fait très très mal, en fait. L'univers de One Piece est en train de changer, en train d'être chamboulé. Ça va faire mal. Ina, elle est quand même assez bizarre parce que finalement, elle savait tout depuis le départ et elle n'a absolument rien dit. Elle aurait dû, pour nous, elle aurait vraiment dû dire quelque chose finalement. Elle a une information extrêmement importante que Garp est parti avec le Sword directement chercher Kobe et elle dit rien. Pour elle, ça paraît logique alors que bizarre. c'est fou. Ouais, est-ce qu'elle a dit ça à ses supérieurs? Ok, peut-être Sengoku, Tsuru, la retraite, des trucs comme ça, tu vois, peut-être pas. Mais est-ce qu'elle a dit ça en fait aux supérieurs, genre à Kainu, genre je sais pas, Kizaru, des trucs comme ça? Non, on n'a pas l'impression parce que tout le monde se bouge pas, tout le monde n'est pas en train de se dire waouh, il y a un truc qui se passe, on va être dans la merde. Parce que c'est Garp quand même qui est débarqué là-bas, c'est le Sword. Il faut faire attention, il y a peut-être en fait un petit truc bizarre là-dedans. Par contre, le point essentiel aussi, c'est qu'elle précise pour Kujaku. Tu as Tsuru qui a exactement la même réaction que Sengoku. Quoi? Ils sont tous les deux choqués. Là, il faut reprendre quelques éléments du chapitre. Enfin, des chapitres précédents, mais aussi quelques éléments dans One Piece. On sait que Tsuru, c'est la grand-mère de Kujaku. On sait également que quand Corazon a été retrouvé, c'est Sengoku et Tsuru qui l'ont élevé comme un enfant, comme leur enfant en fait. Puis la même chose quand ils ont trouvé Drake. Et ben peut-être qu'ils sont tous les deux ensemble, peut-être qu'ils sont tous deux en couple, peut-être qu'ils étaient à l'époque et ils ont eu des enfants ensemble. Et leur petite fille, c'est pas juste la petite fille de Tsuru, mais c'est aussi la petite fille de Sengoku. D'ailleurs, dans le chapitre, on voit bien qu'elle a une mouette sur la tête en fait à la Sengoku en fait. Est-ce qu'elle a pas piqué la mouette que son grand-père avait en étant amiral en chef de la marine? C'est peut-être le cas. Et ça pourrait être intéressant, ça donnerait encore plus d'envergure, de cachet à ce personnage, parce que là, l'échanger, elle, avec Kobe, avec d'autres membres du Sword et avec Garp, ça fait totalement sens en fait. Et puis ce serait un joli clin d'œil quand même, la petite mouette sur la tête. Oui, et les membres du Sword seraient des personnages vraiment qui sortent de l'ordinaire. Il y a Prince Groose, peut-être que c'est un vrai prince. Du coup, Kujaku, qui serait peut-être vraiment la descendante de grands marines dignes de ce nom. Loin dans le Nouveau Monde, sur une certaine île, un étrange groupe de pirates est en pleine fête. C'est l'équipage du nouveau Yonko, Baggy le clown. Ils accueillent un héros, l'homme qui a tué T-Bone. Baggy lui dit même que les dieux de l'enfer sourient grâce à lui, qu'il a battu l'un des meilleurs vice-amirals de la marine, et que maintenant, il a sa place ici. L'homme, dont on ne connaît pas le nom, sanglote et remercie car sa famille a bien reçu l'argent promis. Même si maintenant, il ne pourra plus jamais revoir sa famille. Les autres pirates alentours le prennent avec eux et lui dit qu'il a de la chance, car Baggy, le plus puissant des Yonko, est là pour le protéger. Un autre de ces pirates entre dans la pièce et hurle que
c'est bon, le navire de la Cross Guild est enfin terminé. Le navire que Baggy avait promis à Crocodile et à Mihawk. Et celui-ci, eh bien il ressemble à ça. La proue, c'est la tête de Baggy lui-même. Et Baggy fond en larmes alors que les deux autres monstres se présentent dans son dos, avec les pires paroles du monde. La légende dit que Baggy est mort ce jour-là. Et nous, franchement, pour ce running gag, eh ben, on l'adore. Ce running gag avec Mihawk, Crocodile et Baggy, il est juste top ici. L'information importante de cette partie du chapitre, c'est que le monsieur qui a tué T-Bone, il est là. Et il est frêle en fait, il est là, tout tremblant, il pleure. Alors, on dirait qu'il regrette son geste, mais surtout qu'il était pas contraint, mais il sait pas où se mettre aujourd'hui. Et il est intégré dans l'équipage. Il est intégré dans l'équipage de Baggy. Genre, c'est un truc normal quoi. Il vient d'être buté, enfin il vient de buter un vice-amiral. Mais d'ailleurs, T-Bone, ça se voit du coup. Le mec frêle contre T-Bone, c'était impossible que T-Bone perde. T-Bone, il s'est vraiment sacrifié, ça se voit à des kilomètres qu'il s'est sacrifié. Le fait que cette personne dont le nom n'est pas cité soit intégrée directement à l'équipage de Baggy, on ne sait pas trop quoi en dire. Mais par contre, ça se voit que lui, il n'a pas du tout envie de faire partie de cet équipage. Il a juste envie de rentrer chez lui, mais il sait que c'est impossible. Mais le plus important de tout ça, c'est que là, la Cross Guild vient de prouver leur efficacité, tout simplement. Ouais. La famille de cette personne a déjà été payée. Tout le monde aux alentours va être au courant. Et tous ceux qui cherchent un minimum d'argent pour survivre, et forcément, ils vont s'y mettre eux aussi. Et ils vont casser du marine. Exactement. Donc là, la machine, elle est en route. La Cross Guild, elle va exploser et surtout les marines, ils vont tomber les uns après les autres. Oh, ça va être juste génial à voir et horrible aussi à voir. Parce que en fait, je ne m'attendais pas à ça. En voyant la Cross Guild, je me suis dit, ah oui, ils vont attraper du marine, ils vont livrer du marine, ils vont faire ceci, cela. Mais je ne m'attendais pas à des morts et surtout des morts de cette importance. T-Bone, je voulais vraiment le revoir en fait. Je voulais voir son évolution et je voulais voir de quoi il serait capable. Je voulais le voir contre un autre épéiste, peut-être pas Zoro parce que Zoro jamais il l'aurait rattrapé. Peut-être contre un Cavendish, en Akuba du coup. Ou plein d'autres choses, mais non. Là, en fait, Oda vient de mettre fin à un personnage. C'est très difficile et je pense que c'est difficile pour lui également. Et là, on a ce bateau mythique. Franchement, on a la tête de Baggy en plein sur le bateau. Il est incroyable ce bateau. Oui, on vient de résumer exactement ce qui s'est passé. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Le mec, il a pas encore cicatrisé, il va jamais cicatriser. Et puis, je comprends totalement Mihawk et Crocodile. Comment tu peux naviguer sur un bateau avec la tête de Baggy dessus? T'as plus de crédibilité en fait. Tu débarques. En fait, maintenant t'as de la crédibilité parce qu'il est Yonko. Mais toi, en tant que personne qui sait qu'il n'est pas Yonko pour sa puissance, qui sait que t'as tout fait et que lui il a rien fait, ben non, mais jamais je rentre dans ce bateau moi. Jamais je me laisse guider par ce bateau. Mihawk il va reprendre sa barque, il va être à côté. Il va être à côté, mais jamais il sera dedans. Crocodile, il va voler dans les airs tranquillement à côté également. Mais non, mais jamais il sera dedans. Pas possible. Alors, ils ont peut-être pas envie, mais ils vont être obligés de le faire. Et de toute façon, Mihawk et Crocodile, ce qu'ils veulent, c'est passer un peu inaperçu. Donc là, en allant dans le bateau de Baggy, c'est sûr, personne n'ira les chercher là-bas. Je sais vraiment pas si ça passe inaperçu, en tout cas, ils iront pas les chercher là-bas. Oh mon dieu, il y a un clown qui débarque, un clown géant. Oh non, c'est le navire de Baggy. Et là, dans ta tête, tu frises, tu te dis, est-ce que je fuis parce que c'est un Yonko, ou alors est-ce que je vais faire la fête avec eux parce que ça ressemble quand même à un cirque? Je ne sais pas. D'ailleurs, Ace, il s'est trompé, il est parti faire la fête avec eux, il a cru que c'était un cirque ambulant, je pense, carrément. Et il faut surtout avouer que les hommes de Baggy lui sont énormément dévoués. Et ça, c'est pas anodin. Il y a quelque chose qui est caché là-dessous, que pas mal de gens ont sans doute remarqué, mais qu'il faut vraiment creuser. On va faire une théorie là-dessus, mais c'est que lors de la guerre au sommet, Mihawk dit quelque chose sur Luffy, et il se rend pas compte que Baggy a la même chose. Luffy ramène des gens à lui, et il dit que c'est sans doute un des pouvoirs les plus terrifiants sur cette mer en fait, sur Grand Line. Parce que là, tu peux te constituer un équipage, une grande flotte, des alliés. Et Baggy fait la même chose avec la Cross Guild, mais même avant la Cross Guild, depuis Impel Down, on a l'impression qu'il a ça en fait en lui. Il ramène des gens à lui en fait, il ramène des gens vers sa personne, et c'est ça en fait qui fait la dangerosité de Baggy et qui le légitime en tant que Shichibukai, en tant que Yonko, excusez-moi. Dans la salle de réunion de la Cross Guild, les trois chefs sont enfermés et discutent. Encore une fois, Baggy a été décapité et frappé sans répit. Sa tête trône même au mur. Crocodile, lui, il lit le journal et il voit à quel point son plan a marché. La Cross Guild gagne de plus en plus en notoriété. Mais ce n'est pas encore assez pour ses projets. Il n'a pas encore la puissance militaire pour créer son utopie. Et ils ont besoin de bien plus de richesses. Baggy, en entendant ça, commence à fulminer. Et il réagit en les engueulant. Il déclare que ce ne sont pas de vrais pirates. Ils font absolument tout à l'envers. Ils savent que le roux fait des siennes et il le connaît bien. Ils étaient ensemble dans l'équipage du roi des pirates.
Ils n'ont pas pu aller sur la dernière île, mais ils avaient des rêves, comme eux. Mais lui, il les a abandonnés en voyant le potentiel de Shanks, le fait qu'il était tellement puissant. Et sur Locktown, après la mort de Roger, il avait fait un choix, celui de suivre le roux. Hélas, il ne voulait plus aller sur la dernière des îles. Baggy avait été fortement déçu et il a décidé de partir en apprenant que Shanks ne sera pas le roi de la prochaine génération, qui ne voulait pas suivre les traces de Roger. Alors Baggy s'énerve contre Mihawk et Crocodile, ces grands pirates qui ont oublié leur objectif, le One Piece. Et il annonce que lui, il est devenu l'égal de Shanks. Il veut devenir le roi des pirates. Richesse, pouvoir, ça ne suffit pas. Il faut le One Piece. Crocodile l'envoie valser, mais lui, il décroche un Dendemushi et décide d'annoncer l'ensemble à ses hommes. La tête écrasée, il continue. Il hurle que tous ont oublié le rêve de leur vie, le rêve de prendre le One Piece. Mais c'est leur chance aujourd'hui. Ils peuvent le faire et ils vont le faire. Ils vont revendiquer le dernier des trésors de Roger. Et forcément, la foule est en délire. Crocodile, lui, il mange son cigare et Mihawk tremble de rage. Baggy est un punching ball ambulant. Et c'est assez drôle, faut l'avouer, mais en même temps, c'était tellement prévisible que ça allait arriver un jour. Et là, Mihawk, c'est assez étonnant. On se pose une question. Est-ce que Mihawk adore trancher Baggy parce que pour une fois dans sa vie, il tranche quelqu'un qui reste vivant, qui n'est pas blessé et compagnie? Je pense qu'il y a un peu de sadisme là-dedans. Il se dit, ah, moi j'aime bien ce mec-là parce que j'aime bien le trancher. Je peux le trancher, encore le trancher, le trancher. C'est plutôt sympathique. Par contre, Crocodile, lui, il se casse pas la tête en fait, il le défonce, mais d'une puissance en fait, à coup de poing, à coup de tout ce que tu veux, il y a du sang qui gicle partout, c'est Crocodile qui fait ça, et il a même pas l'air très content de lui, c'est juste qu'il trouve que c'est normal. Et la petite discussion sur le fait que la Cross Guild marche, et bien ça fait vraiment plaisir. Mais le plus important, c'est que Crocodile, il remet sur le tapis son projet Utopie. Donc là, ça veut dire qu'il ne l'avait pas mis de côté finalement, il y pense toujours, et peut-être même que pendant ces 2 ans, il a continué à faire ses recherches là-dessus, il a continué à chercher les armes antiques tout simplement, il a dû poser des questions un peu partout. Il a posé des questions partout à tout le monde, donc il est devenu l'homme qui recherche les armes antiques. D'ailleurs, ça relance sur quelque chose d'autre. À la fin de l'arc Wano, on a entendu quelqu'un qui a dit « Waouh, j'ai des informations sur les armes antiques, il faut que j'en informe une certaine personne. » La certaine personne, c'est Crocodile, évidemment. Ça veut dire que Caribou, lui, qui a toutes ces informations, il va essayer de monnayer ça auprès de Crocodile. Ça va marcher. Il va dire « Mec, moi j'ai des informations sur, non pas une, mais sur 2 armes antiques, mec. Combien tu payes ? J'ai pas de marine, mais j'ai des infos. Oui, exactement, ça vaut bien 17 étoiles au moins, minimum, quoi. Donc non, en vrai, c'est ça, c'est quasiment certain que c'est lui. Et ça va se passer. Peut-être que Crocodile va réaliser ses rêves et aura au moins une des armes antiques. Ce serait peut-être pas mal. D'ailleurs, on sait que Baggy a un énorme lien avec Wano. En fait, il connaît Momonosuke, il connaissait Oden. Donc là, on s'éloigne un petit peu, mais sachez que si Baggy veut tous les poneglyphes, on en parlera plus tard, et ben celui de Wano lui est quasiment déjà acquis. Il a qu'à débarquer là-bas, avoir Momonosuke et dire « Hé Momo, t'as bien grandi, tu te rappelles de moi, c'est Baggy !» Et Baggy, forcément, il va le reconnaître et dire « Oh punaise, mais équipage trop dur, tu te rappelles mon frère ?» Et puis voilà, on négocie, on avance, on parle. « Ah tiens, poneglyph rouge, mais t'inquiète, mais oui, Roger, il te l'avait déjà montré de toute façon. Ah, tu vas te rafraîchir la mémoire, et ben on y go !» Peut-être que oui, peut-être que non. Mais nous, on pense que le poneglyph de Wano, il peut l'avoir facilement. La réaction de Baggy, elle est carrément masterclass. Là, en entendant les paroles de Mihawk et de Crocodile, il sort carrément de ses gonds et il engueule tout le monde. Il leur rappelle que, à la base, ils ont tous des rêves et c'est ça le plus important. Et surtout le rêve de devenir le roi des pirates. C'est le rêve de toute cette génération et franchement, il a raison Baggy. Et pour une fois, il sort vraiment de ses gonds. Et ce mini flashback, on le voit à Locktown, où on le voit en fait un petit peu dans l'équipage de Roger, où il regarde Shanks et il se dit à lui-même que Shanks, il est plus fort, il a toujours été plus fort et il est parti pour être le véritable héritier de Rogers. D'ailleurs, Oden l'avait dit, Baggy c'est le deuxième, Shanks c'est le premier. Et Baggy le savait lui-même. Et il voulait en fait être dans l'équipage de Shanks. Il voulait suivre ce qu'il avait trouvé en fait en Shanks, c'est-à-dire son capitaine. Et ce qu'il a fortement déçu, c'était sur Locktown au moment où il devait le suivre, où Shanks devait créer son équipage, et bien il lui a dit non, en fait, je n'irai pas jusqu'à la dernière des îles, je vais sans doute devenir pirate, mais je n'irai pas jusqu'à la dernière des îles, en tout cas pas maintenant. Shanks, il avait l'air un petit peu bizarre, mais Baggy, lui, il a été totalement étonné en fait de cette réponse, et la seule chose qu'il a réussi à faire, et je comprends totalement, c'est fuir. Il a fui. En voyant tout ça, il a fui. Et du coup, on a une petite théorie. Pourquoi Shanks a changé d'avis à ce moment-là? On sait qu'un an s'est passé entre la dissolution de l'équipage, l'exécution de Roger.
qu'est-ce qui s'est passé pour que Shanks change d'avis juste en voyant l'exécution de Roger? Il s'est dit, oh merde, si je deviens roi des pirates, on va m'exécuter également? Non, c'est pas du tout son genre. Il s'est passé autre chose. Rappelez-vous que Roger aimait faire le show. Il a voulu faire le show pour lancer tout le monde en fait sur la route pour devenir roi des pirates, pour aller jusqu'à la dernière île et pour trouver son véritable héritier. Et ce jour-là, est-ce qu'il a laissé tout au hasard? Sans doute que non. En fait, il savait que ça allait créer. Mais peut-être qu'il a donné un autre cadeau à toutes les personnes qui étaient présentes, parce que plein de pirates qui étaient présents sont devenus des grands pirates. Peut-être qu'il a utilisé son Haki des rois, non pas pour faire tomber les gens dans les pommes, mais pour communiquer. Exactement comme Shanks l'a fait sur Wano. Peut-être qu'il a instillé des choses chez les autres. L'envie d'aller jusqu'à la dernière île, l'envie de devenir le roi des pirates pour arriver en fait à ses fins. Mais pire encore, il aurait parlé directement à Shanks avec son Haki des rois et il lui aurait expliqué les choses en disant qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Voilà pourquoi Shanks était totalement étonné. Et voilà pourquoi est-ce qu'il a décidé de ne pas aller sur la dernière des îles maintenant et qu'il ne devait pas le faire. C'est parce que Roger lui a dit ça directement. Il savait quasiment exactement quoi faire, comment le faire, quand le faire. Et c'était pas le moment. D'ailleurs, on peut se dire que Shanks a dû voir comment communiquer avec le Haki des rois à ce moment précis. Parce qu'il le fait avec Aramaki. Il envoie un message à Aramaki en disant « Je suis là, si tu bouges, je te bute ». Et bien là, il a dû comprendre qu'on peut communiquer avec le Haki des rois, et donc quand il a bien développé le sien, il a commencé à communiquer avec son Haki des rois. Et là, on revient un peu sur la réaction de Baggy, parce que finalement, nous, ça nous a complètement soufflé. Il devient vraiment l'héritier de Roger, celui qui va ramener tout le monde, enfin qui va emmener tout le monde du coup directement vers le One Piece. Il est en train de prendre finalement la place qu'il aurait dû avoir depuis le départ. Il est en train de devenir le Baggy qu'il aurait toujours dû être. Et pour une fois, il est honnête avec lui-même et il est honnête avec les autres. Il se rappelle son rêve d'origine, devenir roi des pirates à la suite de Roger, et il se dit aujourd'hui je suis l'égal de Shanks. Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? J'ai une flotte, j'ai le titre. Et là, il harangue la foule. Il lance son équipage sur le One Piece. Ce passage, on l'a vraiment trouvé très émouvant. C'est la première fois, je pense, qu'on voit un Baggy dans cet état. Je sais pas comment dire, mais c'est vrai que... Ça touche, ça nous touche. C'est ça. Ça a dû toucher toutes les personnes qui ont regardé cette scène, qui ont compris cette scène, qui ont voulu voir plus loin que le Baggy, en fait, qui fait son cirque, qui fait son show. Parce que là, il pleure et il se rappelle, en fait, sa vie avec Roger. Il se rappelle, en fait, ce que Roger voulait, c'était un héritier. Et il a toujours voulu être cet héritier de Roger. Et du coup, là, pour la fin de One Piece, ça promet, parce qu'on a énormément de Yonko qui, d'un seul coup, ont décidé d'aller chercher le One Piece. Oui, et toute la génération de Yonko qui ne voulaient pas de One Piece, ils sont wipe out en fait. Même si Kaido et Big Mom l'ont voulu à la fin, c'était pas trop ça non plus. Ils pensaient que c'était une arme sans doute, ou quelque chose qui permettait de prendre le gouvernement, alors que là, non, c'est devenir roi des pirates. C'est ça l'objectif. À part peut-être pour Shanks, mais pour tout le reste, c'est devenir roi des pirates. On revient aussi sur ce regard qu'a Mihawk quand il dit à Baggy « J'espère que tu t'attends pas à ce qu'on aille tuer les 3 autres rien que pour toi ». Donc là, ça montre bien qu'il n'avait pas l'intention d'aller prendre le One Piece dès le départ, mais par contre, ça ne montre pas non plus qu'il peut ou qu'il ne peut pas le faire. Ça montre juste qu'il n'avait pas envie. Donc pro, anti-Mihawk, ça vous avance pas grand-chose. On verra par la suite. Par contre, ce qui serait incroyable, ce serait que ces paroles finissent par avoir de l'effet sur Crocodile et Mihawk. Que son pouvoir d'attirer les gens en lui, ça arrive maintenant et ça arrive avec ces deux-là. Et donc, ils savent qu'ils sont pas assez puissants. Mais peut-être qu'ils veulent quand même le titre de roi des pirates. Ils vont vouloir le titre de roi des pirates, pas pour Baggy mais pour eux-mêmes. Et ces trois-là vont agrandir la Cross Guild en allant chercher d'autres personnes. Et ces autres personnes, ce sont les anciens adversaires de Luffy, ce sont des personnes qui sont sans doute à Impel Down. Et donc ils vont faire un Impel Down volume 2, un Prison Break. Ils vont péter la prison et ils vont prendre toutes les personnes dedans. Parce que c'est le but de Baggy, en fait, libérer les esclaves, enfin libérer les prisonniers, c'est un petit peu son credo. Et puis Crocodile et Mihawk, ils sont pas cons. Ils savent qu'il y a Doflamingo, ils savent qu'il y a Webble. Et pourquoi pas ramener toutes ces personnes dans la Cross Guild, ça ferait vraiment l'équipage de la mort et l'équipage qui pourrait rivaliser réellement avec les marines, avec tous les autres Yonko et avec n'importe qui d'autre, le gouvernement. Donc ça passe, hein. Franchement, on a envie de voir ça. Impel Down volume 2 et bien plus encore. Et tu vas finir par cette Battle Royale qu'a annoncé Oda. Ce sera uniquement la bataille entre les 4 Yonko et tout leur équipage. Et ça va le faire. Finalement, cette bataille royale qu'a annoncé Oda, ça va être la grande bataille des 4 Yonko et leur équipage. Et ça, franchement, on a vraiment très hâte de voir ça. Ça va être épique. Sur l'île Queue d'Étrave, 4 personnes sont présentes sur les berges. Les 4 vice-capitaines des différentes mers de ce globe. Les 3 parlent du bateau qui débarque à l'horizon, pariant sur leurs occupants.
Guillaume parie sur un ennemi alors que Giron parie que c'est Sabot qui est de retour. Tout ça car il a utilisé des jumelles qu'il essaye de cacher. Mais c'est bien le second de cette armée qui débarque. Dragon et Ivankov en sont informés. Et à bord de son bateau, Sabot a des réfugiés qui avaient décidé de fuir Loulousia pour rejoindre les révolutionnaires. Et parmi eux, il y a la fameuse Moda. D'un coup, Koala débarque en attaquant Sabot. Mais celle-ci finit par pleurer et lui dit qu'elle a eu tellement peur. Sabot lui explique qu'elle était déjà en mer quand tout ça s'est passé. Morley lui essaye d'en faire de même pendant que Bello Betty charrie les survivants de Loulousia. Tout ça avant de leur dire de bien se reposer avant de commencer en tant que révolutionnaire. Et dans une petite salle, Dragon, Ivankov et Sabot se sont isolés pour discuter de la situation. Le sujet Kuma est évoqué, mais Sabot dit qu'il y a bien plus grave et il ne veut pas le dire devant les autres pour ne pas les mettre en danger. Mais il y a eu de gros problèmes à la rêverie et maintenant, il va tout leur raconter. Et là, eh bien c'est la fin du chapitre. Les révolutionnaires se dévoilent de plus en plus et franchement ça nous fait très plaisir. Mais Oda, il prend un sacré plaisir à foirer leur design à chaque fois. C'est une belle bande de bras cassés. Bon, ok, on n'insulte pas Ahiru, hein. C'était pas un jeu de mots. Ahiru, on l'adore particulièrement, elle a l'air vraiment puissante. Mais les autres quand même, il y a un œuf au plat, enfin un œuf qui est pas encore cassé. On a une vache qui a l'air étonnante et on a un Germa foiré. D'ailleurs, on a une petite théorie. Ce mec-là ressemble réellement à un Germa. On regarde, il mange du métal, parce qu'il a l'air un peu invulnérable, quoi. Il a la coiffure un petit peu dans le genre Yonji. Il a la carrure du Germa de base, et il vient de North Blue. Ça, c'est pas rien. Et enfin, le mec, il a des lunettes qui couvrent ses sourcils. Imaginez que c'était vraiment un Germa, que c'est une première expérience de Judge pour avoir des enfants, ou alors pour faire un clone en fait de lui-même sans avoir d'enfants. Donc se cloner et créer en fait un personnage qui serait surpuissant avec des modifications génétiques. C'est totalement possible. Et ce mec-là, il aurait été une faillure selon Judge. Il aurait jeté, rejeté ou essayé en fait de l'éliminer, sauf qu'il n'a pas réussi pour une raison X ou Y. Et ce mec-là, il s'est enfui. Il a été retrouvé par l'armée révolutionnaire. Il a rejoint l'armée révolutionnaire dans le but de faire tomber les Germas. Ce serait une histoire incroyable. Et là, Oda, il nous vendrait du rêve en disant que le développement des Germains n'est même pas encore fini. Le développement de Sanji et de sa famille, ce sera encore une étape par-dessus. Et on verrait des choses tellement cool. Ensuite, on a du coup la vache. Donc là, c'est sûr, c'est un mix. Bon, après, on connaît pas encore son histoire, mais sa manière de parler, voilà, laisse un tout petit peu à désirer. Bon, on verra ensuite ce qui se passe. Ah oui, oui, c'est vrai, la vache parle comme Yoda, c'est vrai. Moi, ça m'avait... Toi, aimer ça, moi, pas aimer ça. Enfin, voilà, oui. c'est assez basique. Mais... voilà, non, on va pas aller à l'encontre de Yoda, c'est un super personnage. Mais là, pour l'instant, la vache, elle vend pas du rêve. Ensuite, on a Ahiru, et elle, franchement, bah là, elle fait remonter un peu le niveau, effectivement. Elle a un bras cyborg, donc on a l'impression finalement qu'elle peut tout exploser avec son bras. D'ailleurs, elle comptait exploser le bateau, donc nous, ça nous fait très plaisir. Enfin, c'est pas qu'elle explose le bateau, mais en tout cas, elle aurait dû exploser ce putain de bateau. Qu'elle ait du pouvoir, voilà, c'est pas mal. On voit qu'il y a quand même un peu de niveau. Ensuite, on a du coup l'œuf. On n'a pas grand chose à dire sur l'œuf. Bon, on espère qu'il y a un poussin dedans, au moins, hein, parce que ça fera une évolution, quoi. Non, mais je sais pas trop, franchement. Voilà, pour les autres, on sait pas trop quoi en penser. Vous avez déjà remarqué que les Pokémon mammifères, ils pondent aussi des œufs? Je sais pas, c'est venu comme ça. Non, c'est vrai, parce que je me suis dit que, ouais, là, il y a un œuf, dedans, il y a peut-être un poussin, et ça fait penser à Poussifeu. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que les Pokémon, ils pondent des œufs. Mais tous les Pokémon, même les Pokémon qui ressemblent à des mammifères. Genre, Pikachu fait des œufs. Maintenant que tu le dis. C'est vachement bizarre. Non, mais c'est bon, parenthèse, moi, trop bizarre. Quand on parle d'œufs, plutôt, je pense plutôt de suite à Tamago avant d'aller penser à Pikachu et tous les autres. Mais... Baron Tamago? Oui. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai que c'est là, c'est un Baron Tamago mais foiré. D'ailleurs, le Baron Tamago était un peu foiré lui-même, et là, on a encore foiré le truc. C'est Oda, très il sait plus quoi foirer, Oda. Non, mais je dis ça, mais à chaque fois, il y a des designs que je déteste particulièrement. Oden, quand il a été dévoilé, le truc qu'il avait sur la tête, mais ça me gênait tellement, je me suis dit, jamais j'aimerais ce personnage. Mais il a beau faire ce qu'il veut, j'ai du mal là. Mais au bout de 2 chapitres, je me suis dit, putain, mais Oden. C'est ça la beauté de One Piece, c'est pas que l'apparence, c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière. Exactement, à ce moment on s'en fout de l'apparence et c'est une belle forme d'acceptation. On a également du coup les survivants de Loulousia qui débarquent et Oda il s'était bien caché de nous dire que Moda elle venait de là-bas. Oui, d'ailleurs on avait vu son île mais on ne savait pas que c'était Loulousia. Moda, elle vient de Loulousia. Et là-bas, il y avait du coup une révolution, mais elle a décidé, elle, avec d'autres personnages de l'île, du coup, ont décidé de rejoindre les vrais révolutionnaires. Et pendant qu'ils étaient en mer, du coup, Loulousia a été rayée de la carte. Mais on l'avait prédit ça.
Et pendant qu'ils étaient en mer avec Sabo, eh bien Lulusia a été complètement rayée de la carte. C'est assez sympathique de le savoir et surtout on l'avait prédit, on est très content. Bon, on pensait que Vivi était avec, mais non, Vivi n'était pas avec. Ça arrive, mais Vivi, c'est trop bizarre. D'ailleurs, petite prédiction, on pense que Vivi sera au prochain chapitre. Point barre. C'est ça, c'est tout. Point barre. Et la grosse information qui va arriver très bientôt, eh bien, c'est les informations sur ce qui s'est passé à Marie-Joie. Ça va être très intéressant parce que nous, on pense qu'il va parler d'Imsama, qu'il a vu Imsama en fait sur le trône. Qu'il a vu aussi ce qui s'est passé avec Cobra, qu'il a sauvé Vivi, mais qu'il n'a pas pu sauver Cobra, mais on ne voit pas trop qu'est-ce qu'il y aura de plus. Oui, il y a aussi les Cavaliers Célestes, parce qu'il parle aussi des Cavaliers Célestes qui ont dû intervenir, ce sont eux sans doute qui ont tué Cobra. Mais la vérité, c'est pourquoi il ne veut pas le dire devant tout le monde, alors que quand il était par Dandameshi, il était en train de le crier « J'ai vu quelqu'un sur le trône vacant !» Et puis ça a coupé. Mais mec, le dis pas par Dandameshi si tu veux pas le dire en fait devant tout le monde pour pas les mettre en danger. Là, pour nous, il y a un petit truc assez bizarre. Ou alors il a réfléchi après. Oui, bah, il a eu tout le temps de réfléchir jusqu'à Lulusia, c'est bizarre, moi je dis. Hein. C'est vraiment bizarre comme situation. Peut-être qu'il a d'autres informations beaucoup plus précises sur d'autres personnes, et comme le Conseil des 5 Anciens, et ça va bouleverser le monde, encore une fois. Petite mention spéciale à Koala qui retrouve son amour de toujours et qui forcément se met en colère, ce qui est normal. Je pense que moi, dans la même situation, j'aurais fait pareil. Et moi, je n'aurais pas esquivé le coup parce que je suis incapable d'esquiver un coup. Me tapez pas dans la rue, je n'esquiverai pas. Donc voilà. Mais je porterai plainte. En tout cas, ils sont vraiment très très mignons tous les deux et nous, c'est ce genre de moment qu'on adore également dans One Piece. Mention spéciale aussi à Bello Betty qui débarque comme à son habitude et qui parle aux gens en disant « Ah, vous êtes là, enfin ! Vous avez un peu changé peut-être. » Mais en vrai, on a l'impression que c'est la formatrice de l'armée révolutionnaire et elle va former l'armée de Lulusia pour intégrer en fait ses rangs à elle. Et ça va être assez sympathique. Et voici les petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, on retourne sur les Mugiwara. Egghead s'apprête à éclater et franchement, nous on va prendre du popcorn et on va regarder ça tranquillement. Numéro 2, Sabo raconte ce qui s'est passé à Marie-Joie. Ah, mais bah non, ça sera dans 100 chapitres au minimum. Numéro 3, le combat Garp-Kuzan continue. Les choses commencent à mal tourner et les autres membres de l'équipage débarquent. Dont Shiryu évidemment. Numéro 4, un homme étonnant fait son entrée en scène sur la ruche. C'est X-Drake, le survivant de Wano et membre du SWORD. Il vient sauver son ami Kobe. Numéro 5, d'autres membres du Conseil des 5 Anciens sont dévoilés. En tout cas, on voit leur prénom pour la première fois. Et enfin numéro 6, Ener arrive? Eh bien non, bien sûr que non. Mais par contre Vivi, elle va être sur le devant de la scène et elle va donner énormément d'informations importantes. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas plu, vous lâchez quand même le pouce bleu, c'est important. Vous partagez la vidéo et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.